Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro du Journal du développement durable. Nous allons discuter avec un expert aujourd'hui. Nous avons un invité spécial, Monsieur Beaufoy, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien, Monsieur Beaufoy, nous vous voyons souvent comme consultant, vous allez nous préciser exactement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous faire un portrait rapide de vous-même? Merci, Monsieur Francis. Je m'appelle Jean-François Beaufoy dit Tuntumba. Actuellement, je suis consultant de l'ACTED, au sein de l'ACTED. Mais j'ai plusieurs casquettes et une formation professionnelle polyvalente. Donc, j'ai été respectivement membre du cabinet du Premier ministre Sami Badibanga et par la suite PARSEC, directeur de cabinet au ministère de l'Environnement, et après chargé des missions adjoints, communément appelé DGA, au Fonds forestier national, qui est un établissement public. Donc je suis mandataire public. Et autre casquette, je suis président aussi d'une ONG internationale. À ce titre, je suis consultant spécial des Nations Unies dans la branche ECOSOC, économie sociale, à Genève, à Vienne et à New York. Et aussi consultant auprès des institutions de l'Union européenne, chef de projet à la Commission européenne et lobbyiste accrédité auprès du Parlement européen. Donc pour le caractère de consultant spécial des Nations Unies, ça c'est depuis 2015. Et depuis 2004, je suis lobbyiste accrédité auprès du Parlement européen et auprès des institutions de l'Union européenne. Voilà un peu cette polyvalence en fait que j'ai. On voit que vous avez un CV bien rempli. Oui. Mais spécifiquement, quelle est votre mission au sein de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, l'ACTED? Le président de la République, chef de l'État, compte tenu des enjeux du développement durable et le bien-être de la population, a créé par ordonnance, si mes souvenirs sont bons, numéro 20/013, l'ACTED, Agence congolaise de la transition écologique et développement durable. C'est une agence spécialisée, la présence qui a pour mission principale de coordonner, de concevoir et d'implanter des politiques nationales de la transition écologique et aussi étudier, analyser, évaluer toutes les questions lui soumises par le chef de l'État. Alors, ma mission spécifique consiste à renforcer un peu le mécanisme de plaidoyer, des lobbying pour la mobilisation de toutes les ressources afin de financer différents programmes et projets portés par l'ACTED. Donc j'essaie un peu d'influencer le pouvoir subsidiant, d'utiliser toutes les stratégies de façon à ce que les bailleurs de fonds puissent s'y impliquer, puissent être des partenaires dans certains projets, dans certains programmes. C'est ça ma mission. Oui, mais les partenaires ont toujours voulu avoir une agence spécialisée comme l'ACTED pour traiter des questions environnementales et de développement durable. Pourquoi ça traîne tant pour drainer les fameux fonds de la finance carbone? On voit que l'ACTED peine encore à percevoir les fonds de la finance carbone, à votre avis, vous qui êtes un lobbyiste international. Oui. Au fait, voilà, il y a donc de par nos écosystèmes forestiers, terrestres et aquatiques, nous jouons un grand rôle dans l'équilibre de la biosphère, tant au niveau continental qu'international. Nous avons aussi ratifié l'accord de Paris. Nous sommes le deuxième poumon forestier au monde. Et avec ce concept de pollueur payant, donc il y a beaucoup d'argent qui attendent la RDC. Il y a vraiment, pour ça, on doit faire tout pour
capter cette finance climatique et carbone afin de la canaliser vers des actions de développement. Mais il se pose un problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même des institutions qui fonctionnent comme il se doit, avec une orthodoxie dans la gestion et qui maîtrisent bien toutes les conditions de décaissement de financement international. Donc ce n'est pas par baguette magique que on va vous donner autant de millions. Il faut vraiment être bien organisé. Si on ne sait pas gérer 500 000 $, comment est-ce qu'on peut demander à nos partenaires de nous financer, par exemple, à hauteur de 2 milliards de $? C'est un peu ça ce mécanisme, mettre de l'ordre, qui est vraiment une orthodoxie, la redevabilité, la bonne gestion en fait. Il a plu au chef de l'État de lancer encore une fois, parce que c'est un président innovateur que nous avons, au sein de la TED qui en est le maître d'œuvre, la Banque verte de développement durable. Alors rapidement, pouvez-vous nous faire, nous brosser un peu les spécificités et les missions qui sont assignées à la Banque verte de développement durable? Effectivement, la Banque verte de développement durable, c'est un instrument un peu de développement durable, une institution financière à caractère international, dans une approche de partenariat public-privé. Alors, essentiellement, l'objectif général de cette banque verte pour le développement durable, c'est d'assurer une croissance économique verte, soutenue et inclusive, non seulement en RDC, mais aussi surtout en Afrique. Et pour objectif spécifique, donc on a parlé déjà, c'est faire en sorte que nous puissions avoir accès aux finances carbone et climatiques, canaliser ça vers des actions de développement, aussi appuyer toutes les activités tendant à la certification des stocks de carbone et aussi financer des projets de développement durable sous forme de prêts et de subventions. Voilà un peu, d'une manière brève, la mission spécifique de la Banque verte de développement durable. Mais j'attire l'attention qu'une particularité aussi de cette Banque verte, c'est qu'on fera attention, on a mis accent sur toutes les activités de l'entrepreneuriat écologique féminin, parce que la femme congolaise, il faut dire, elle a joué un rôle important durant plusieurs années ici dans le développement. Donc, elle vise aussi, cette banque, à la promotion de la dimension genre. Oui, parce que bon, le genre fait partie des ODD. Hein. La promotion du genre fait partie des objectifs de développement durable. Oui. Comme accès à l'eau potable, l'énergie propre, etc. etc. Bon, pouvez-vous nous dire un mot? On vous a vu très actif pendant les travaux préparatifs du Fonds national d'entretien des voies ferroviaires et fluviales. Vous pouvez nous dire un mot sur le FONEF? Oui, le FONEF, Fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, oui, j'étais très actif, je pense, l'inauguration des débaliseurs multifonctions de la régie des voies fluviales. C'était le 28 avril 2021. Avec l'inauguration, il y a eu la participation du président du Conseil de l'Union européenne, M. Charles Michel, ainsi que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, et moi je suis très fier d'avoir participé, d'avoir donné un coup de pouce à ça. Il faut dire que nous avons eu une séance de travail avec l'ambassadeur de l'Union européenne dans le cadre de PIM, Programme Indicatif Multi-Annuel. Dans ce programme, on voulait voir comment est-ce qu'on pouvait être partenaire, comment on pouvait avoir un petit financement, parce que l'Union européenne est en train de travailler sur ça avec le PROCIT DD, donc le programme commun d'investissement pour la transition écologique et développement durable, porté par l'Agence congolaise de transition écologique et développement durable. Alors c'est dans ce cadre que nous avons aussi travaillé pour l'inauguration de ces deux baliseurs, afin aussi de permettre
la navigabilité d'une partie de ces voies fluviales de la RDC sur le fleuve Congo, la rivière Kasaï et le lac Tanganyika, se permettent aussi à ce que ces bateaux puissent naviguer jour et nuit et permettent aussi l'approvisionnement de la ville de Kinshasa en denrées agricoles. Voilà. Et que, bon, dans le cadre du développement durable, le moyen de transport fluvial est moins polluant. Alors, en tout cas, il fallait privilégier cette inauguration. Et aussi, pour terminer, nous avons apprécié ça puisque dans le cadre du programme commun d'investissement et de développement durable, une de ses composantes au point 6, c'est la consolidation des acquis. Donc c'est ici, il y a eu quand même de programmes, de projets qui ont été implémentés depuis 2015 jusqu'à 2020. Alors, dans le cadre de consolidation des acquis, on a eu à faire à cette inauguration qui s'est bien passée et ça essaie un peu de consolider ces acquis et on a quand même eu des résultats en fait avec ce projet financé par l'Union européenne et dans le cadre aussi d'innover dans la coopération, ce sont 2 bateaux qui ont été fabriqués sur place dans les entrepôts de la CCTP avec une main d'œuvre congolaise et des matériels aussi congolais, mais avec la participation d'une société européenne, la société danoise. Mais pourquoi, si nous avons la capacité de fabriquer les bateaux ici, pourquoi est-ce que nous laissons les cercueils ambulants rappeler le fleuve Congo, nos rivières Kasaï, il y a tout le temps des chavirements? Mais voilà, donc c'est ça, on a essayé un peu d'innover dans le cadre de la coopération. C'est-à-dire qu'ici, c'est dans le cadre du développement durable. Voilà, on essaie un peu d'innover. Je vois que vous tournez beaucoup autour du développement durable, que ce soit concernant le FONEF ou la Banque verte. C'est le cahier des charges de l'ACTED. Alors, pouvez-vous nous définir, M. Beaufoy, ce qu'est la transition écologique d'après votre entendement? C'est en quelque sorte la transformation de normes de production, changer la manière de produire, la manière de consommer, la manière de gérer les déchets, la manière de travailler, tout ça compte tenu des enjeux environnementaux qui font assez qu'il y a arrêté des ressources, qu'il y a des risques sanitaires, environnementaux, tout ça, voilà, et tendre vers un nouveau modèle de développement durable. C'est tendre aussi vers cette économie, une économie circulaire aussi, voilà. C'est arriver aussi à ce qui est une gestion efficace et efficiente du pays, eu égard à ces différentes ressources et de façon à atteindre un peu le développement durable et aussi assurer les équilibres fonctionnels entre l'environnement, le social et l'économie. Bon, mais apparemment, vous êtes un peu, je ne dirais pas équilibré, c'est touche à tout, ou bien pluridisciplinaire. Vous touchez un peu à tout. Il y a une espèce de polyvalence qui est attachée à votre personne. Pouvez-vous nous donner quelques-unes de vos réalisations, ou bien vous êtes comme tous les politiciens congolais, un beau parleur? Vous avez quelques réalisations à votre actif? Oui, je suis polyvalent, donc ma technicité et mon dynamisme ont fait en sorte que durant 4 ans au Fonds forestier, j'ai œuvré pour la promotion d'une gestion praxéologique qui offrait l'avantage de promouvoir des initiatives profitables au Fonds forestier national et de négocier aussi plusieurs partenariats. Je peux citer ici quelques exemples. Par exemple, le protocole d'accord entre le Fonds forestier national et la DGDA, ça c'est pour le recouvrement de notre taxe de reboisement avec le logiciel Sidonia.
vous constaterez que c'est ces protocoles, ce partenariat qui a fait en sorte que le fonds forestier puisse survivre. J'ai négocié aussi avec l'Université Laval au Québec un projet sur la mise en place d'un éco-village intelligent pour un reboisement intelligent dans la perspective de lutte contre le changement climatique et l'opérationnalisation des objectifs de développement durable. Bon, avec le programme intra-ACP Union Européenne, donc the Global Climate Change Alliance Institute, donc qui est un instrument de l'Union Européenne, ce projet dans le pipeline, il consiste à nous appuyer à la mobilisation des ressources financières endogènes et exogènes et le développement de projets dans le domaine de l'atténuation pour faire face aux impacts du changement climatique. Alors, en tout cas, il y a plusieurs partenariats aussi en dehors du fonds forestier, donc en tant que consultant aussi international. J'ai eu à faire la tournée en 2011 du président Etienne Tshisekedi au Parlement européen avant les élections. J'ai eu également à travailler avec le docteur Mukwege et je suis très content de cette collaboration qui a fait en sorte que en 2017, si mes souvenirs sont bons, le 16 mars 2017, nous avons réussi à obtenir au Parlement européen la loi minima sur les minéraux du conflit en RDC. C'est en quelque sorte faire plier les sociétés européennes à un devoir de diligence raisonnable dans leur approvisionnement, l'achat des minéraux qui constituent leurs produits. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit, à chaque fois, on devrait vérifier la provenance de ces minéraux qui viennent de l'Est du Congo, qui contiennent du coltan, par exemple, dans les produits fabriqués comme les produits aéronautiques, les portables, les produits aussi électroniques, pour essayer un peu de vérifier si ces minéraux ne viennent pas des factions rebelles ou des zones, parce que c'est ici, essayer un peu de faire en sorte que qu'on ne puisse pas chaque fois appuyer ces groupes rebelles par ce commerce de nos minéraux qui sont jutés, et que c'est encourager aussi les groupes armés qui commettent toutes ces exactions. C'est-à-dire qu'on essaye un peu d'encadrer les minéraux qui viennent du Congo. En tout cas, c'est une loi importante aussi qu'on a obtenue avec les docteurs Mukwege, et aussi la violence faite aux femmes comme une arme de guerre. Il n'y a pas seulement que ça, aussi avec Madame Maria Gabriel, qui est actuellement commissaire européenne à l'innovation, l'éducation, mais à l'époque, en 2011, elle était chef de la mission d'observation électorale en RDC. Et nous avons, au cours d'une émission, évalué le processus électoral, faire en sorte qu'on tienne compte de l'enrôlement de nouveaux majeurs, la fonte du fichier électoral. Et pour terminer, aussi avec l'ex-premier ministre, M. Sami Badibanga. Il avait presté au Parlement européen en tant que président du groupe parlementaire de l'UDPS et allié dans le cadre du processus électoral. Il s'agissait ici aussi plus spécifiquement sur l'enrôlement de nouveaux majeurs, la fonte du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral. Alors, très récemment, c'est-à-dire que vers le 28 décembre 2020, j'ai aussi obtenu localement un arrêté 075 au ministère des Affaires sociales. C'est un arrêté créant une commission ad hoc pour renforcer toujours le mécanisme de plaidoyer et de lobbying
pour la mobilisation des ressources au niveau du pouvoir local, au niveau des institutions internationales et aussi aux bailleurs de fonds destinés à la réinsertion socio-professionnelle et économique des Congolais de la diaspora. C'est ici prendre en compte la diaspora comme un acteur aussi de développement durable à travers sa productivité scientifique, son savoir-faire, l'entrepreneuriat des femmes congolaises dans le champ de l'économie sociale et aussi les savoirs scientifiques. Revenons un peu sur la transition écologique, puisque vous en parlez. Vous avez dit que nous devons changer notre façon de produire, notre façon de consommer, et notamment le traitement des déchets. La manière de produire, bon, ici au RDC, on ne produit pas grand-chose à part les mines. Comment est-ce que nous devrions produire mieux, puisque nous savons que les sociétés qui exploitent les mines ne sont pratiquement pas contrôlées, se comportent comme des rois ici, font ce qu'ils veulent. Alors comment est-ce que nous devrions contrôler leur production ici chez nous? Mais je pense que ça relève la compétence de l'autorité des tutelles, qui est le ministre, Madame Eve Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement. Il y a des différentes directions qui doivent contrôler la production. Est-ce qu'elle tient compte des dispositions légales, surtout au Katanga, où vraiment, si on ne fait pas attention, vraiment, je pense que le Katanga est détruit. Le Katanga est devenu mondain. Et il y a un risque qu'il y ait irradiation, il y a un risque qu'il y ait des catastrophes. Et déjà, il y a un changement climatique observé au Katanga, parce que le climat qui fait au Katanga n'est plus celui qui a 10 ans, tout ça. Le sol, la forêt de Miombo, par exemple, a complètement disparu. Votre question mérite notre attention particulière. Alors, c'est à Madame Eve Bazaïba de mettre de l'ordre dans ces secteurs-là, surtout au Katanga. D'accord, mais quand vous parlez d'une autre façon de consommer, comment devons-nous consommer? Qu'entendez-vous par là exactement? Il faut manger bio, manger bio, faire attention aux utilisations des pesticides, des engrais que nous utilisons. Voilà, parce que tout ce que nous mangeons a des conséquences néfastes sur notre organisme. Il y a des gens qui sont obèses, qui ont maintenant des surcharges pondérales. Donc il faut vraiment qu'il y ait une éducation dans notre façon de consommer. Tout ça. Je reviens sur l'épineux dossier que vous avez abordé. Le traitement des déchets, c'est la plaie de cette ville, de ce pays. Comment doit-on traiter les déchets ici? C'est un échec complet de la ville, ici à Kinshasa, même dans les grandes villes. Goma encore, ça va, mais Katanga partout. Dans les grandes villes, les téléspectateurs doivent savoir que les déchets ne se jettent pas, les déchets se traitent. Mais apparemment, c'est une philosophie que nous n'avons pas compris. Nous avons échoué complètement quant au traitement des déchets. Bon, on parle du projet Kinmopeto, mais vous avez complètement raison. Je pense que la ville de Kinshasa a toujours eu un partenariat avec l'hôtel de ville des Mille Bruxelles. Et dans ce cadre, la ville de Mille Bruxelles avec l'Union européenne, il y avait un projet qui a pris fin il y a quelques années sur le traitement des déchets. Le projet Paro. Voilà, et le traitement aussi des eaux usées. Et l'Union européenne avait tiré la sonnette d'alarme de dire que non, après X temps, il fallait aussi que les autorités locales puissent s'approprier. Donc il y a eu quand même un accompagnement à tout ça. Je pense que la prise en charge après que les partenaires soient partis a été catastrophique. Avec le gouverneur Kimbuta, moi à ma connaissance, l'hôtel de Bruxelles avait envoyé ses experts ici pour un accompagnement de la manière dont ça doit se faire, la gestion des déchets, des équipements appropriés, des camions, tout ça, voilà. Il fallait qu'il y ait quand même de centres de tri des déchets, la gestion, tout ça, voilà. Alors on a essayé un peu de
de privatiser, de créer des sociétés, je ne sais pas moi, privées ou quoi, je ne sais pas comment est-ce que ça a été. Ça a été géré au niveau des autorités de ville de Kinshasa et je pense que nous devons quand même tirer des conclusions et repartir sur de nouvelles bases. Monsieur Beaufoy, avez-vous un mot de la fin quant à cette émission? Nous pourrons parler des heures et des heures encore. Voulez-vous terminer par quelque chose de particulier pour cette émission? Le mot de la fin, c'est exhorter les citoyens congolais à un agir civique, un agir citoyen pour le Congo de demain. C'est aussi interpeller Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, à s'approprier le secteur de l'environnement et du développement durable. Notre avenir en dépend, et de mettre de l'ordre. C'est échanger, c'est harmoniser aussi avec toutes les autorités dans ces secteurs, entre autres le conseil spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et du développement durable, le professeur Moussibono. C'est échanger aussi avec le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est inciter aussi tous les Congolais à s'approprier la vision du chef de l'État qui a lancé le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 et les jardins scolaires dans toutes les 26 provinces du pays. C'est aussi exhorter les autorités qui aient cette volonté politique de façon à ce qu'on puisse migrer vers l'économie circulaire nécessitant la transformation des normes de production, des consommations, d'investissement, de façon à nous amener vers un développement durable, sous-entendu avec toutes les ressources que la RDC a, de façon à ce que qu'il y ait vraiment l'équilibre entre l'environnement, le social et l'économie. Bon, oui, merci, c'était un plaisir de vous recevoir, Monsieur Beaufoy. Mais notre pays, les populations de notre pays souffrent par de nombreux massacres, des incursions de troupes armées à l'Est et le président a revêtu sa casquette de militaire, de chef de guerre, de chef d'armée. Trouver une solution à cette crise meurtrière qui fait souffrir tant de nos populations. Vous pouvez, M. Beaufoy, dire un mot, un encouragement pour nos troupes et cette démarche du chef de l'État concernant l'état de siège décrété à l'Est de la République? Oui, très sincèrement, j'encourage nos troupes, les FARDC, qui sont sur place à l'Est. Je félicite beaucoup les deux gouverneurs militaires qui sont nommés à la tête de ces deux provinces. Je soutiens le peuple congolais, le peuple qui se trouve à l'Est, meurtri par ces guerres fratricides, injustes. D'ailleurs, Dr Denis Mukwege n'a cessé de dénoncer ça. Et d'ailleurs, même au Parlement européen et partout où il se promène, n'a cessé de dénoncer ça. Nous soutenons la vision du chef de l'État, l'état de siège qui est sur place à l'Est. Alors, aussi, nous interpellons aussi la communauté internationale vraiment de façon à s'impliquer pour qu'il y ait l'instauration d'une paix durable parce que cette population a trop souffert. Depuis 1996 jusqu'à ce jour, vraiment, il n'y a que de morts, que des atrocités. Des femmes ont été enterrées vivantes, ont été violées et de jeunes qui souffrent. Vraiment, l'avenir de notre pays en dépend, surtout de jeunes. En tout cas, je soutiens beaucoup nos FARDC et ce sont des bons militaires, des vaillants militaires. Notre vie en dépend. Merci. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. C'était un plaisir de recevoir M. Beaufoy pendant cette émission et j'espère qu'elle vous a instruit et diverti. Portez-vous bien, à une prochaine émission. Merci.